Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Si l'oisiveté est mère de tous les vices, la curiosité intellectuelle, j'entends, serait mère de toutes les vertus. Et notre invité d'aujourd'hui en est la meilleure illustration. Il est un intellectuel curieux, insatiable, aux aguets, ouvert à toutes les formes culturelles et artistiques. Un érudit, un peu troubadour sur mon saltimbanque, comme il se décrit lui-même. Il parle avec la passion de ceux qui ont un grain de belle folie, un grain de génie, avec la gestuelle et l'emphase théâtrale des héritiers de Poquelin, de Racine, Shakespeare, Beckett, Brecht, Tchekhov, et j'en passe. Sa première famille, première vocation, son premier amour, amour de jeunesse, un amour, un homme qui veut comprendre, analyser, mais aussi s'émouvoir, s'émerveiller. Et c'est ce qui explique peut-être son éclectisme. Anthropologue, journaliste, écrivain, poète, dramaturge, scénariste, conférencier, ancien professeur universitaire, spécialiste en recherche islamologique et géostratégique. Il est aussi artiste, acteur et musicien, luthiste à ses heures, et il faut avouer qu'il se débrouille pas mal dans ce domaine. Notre invité a publié des milliers d'articles et de chroniques, des centaines d'études et de nombreux ouvrages, dont Le Maroc et le danger totalitaire en 1977, Lettre ouverte à Sa Majesté en 1979, La fin des certitudes en 1982, Islam, Occident, deux imaginaires de l'adversité en 1996, et un dernier livre intitulé Le Maroc et sa modernité, contraintes, vices et vertus aux éditions Abd Samad Mohieddine. Monsieur Mohieddine, merci beaucoup de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci à vous et tout l'honneur est pour moi. Merci. Alors, Abd Samad Mohieddine, vous êtes né à Chmaïa, à 80 km de la ville de Marrakech, dans une famille à la base de notables. Votre père était magistrat. Oui, effectivement. Après avoir exercé la magistrature, il a terminé sa carrière comme adl. Ça lui permettait d'être libre et de pouvoir éduquer ses enfants dans les meilleures conditions. Voilà. Ça, c'est vous, enfant, à Chmaïa. Oui. Vous devez avoir quoi, 10 ans, 11 ans? Oui, dans ces eaux-là. Oui, oui. Voilà, effectivement. Alors, votre père est devenu adl, c'était par respect pour ses convictions. Tout à fait. Politiques et éthiques. Exactement, éthique et politique, parce qu'il était légitimiste, il croyait en le combat de Mohammed Ben Youssef, futur Mohammed V, et il n'avait aucune envie de suivre les Glaouis et compagnie. Alors, il est devenu adel à Chmaïa pour nourrir ses enfants, Voilà. alors qu'il était un magistrat. Il Voilà. aurait pu rester magistrat et aller Tout plus à loin, fait. mais ça aurait été trahir Voilà. ses convictions Tout et à son fait, pays. exact. Alors, votre enfance était particulière parce que votre père, étant alim, il voulait que vous alliez sur ses pas. Tout à fait. Il voulait faire de moi également un alim, et donc m'expédier d'abord à la faculté Ibn Youssef à Marrakech, et ensuite à l'université Qarawiyyin. Il se trouve que déjà à l'époque, les Français qui étaient les professeurs, et aussi surtout, j'ai dû mon salut, si je puis dire, à un directeur d'école qui s'appelait M. Fikaja, qui était un Corse, qui est venu me voir mon père et qui lui a dit « S'il vous plaît, mettez votre fils à l'école. » À l'école. Et donc, comme moi, mon grand frère avait sa petite bibliothèque, pendant que j'apprenais le Coran par cœur. Parce que vous avez appris entre-temps tout le Coran par cœur, Oui. et pas que le Coran. Oh oui, j'ai appris le Coran en entier. À 10-11 ans, j'avais déjà fait ce qu'on appelle les silka, 6 fois le Coran, plus le fiqh malikite,
à savoir Cheikh Khalil, Hachiyat Cheikh Khalil, et plus tous les moutons, à savoir Jaromia, Ah oui, tous les Alfiya, Ibn incontournables Ashir, du tout ça fiqh. potassé Oui. sur une planche coranique avec le mkrak. Voilà. Alors, cet enseignant, ce professeur français vous a sauvé, mais vous, déjà, vous avez commencé, vous avez appris tout seul à lire le français parce que vous alliez piocher dans la bibliothèque de votre frère. Tout à fait. J'ai commencé à apprendre les lettres, puis j'ai mis les lettres ensemble, et puis j'ai appris le français tout seul. De telle sorte que quand on m'a inscrit, on a dû me sauter plusieurs classes. C'est-à-dire que je passais en moyenne 2 mois par classe. Voilà. Alors, le primaire, ça va être à Chemaï. Oui, Le collège, oui. vous allez déménager à Marrakech, à Ah. 80 km de votre Voilà. village natal. Voilà. Et là, vous serez chez une famille au collège. Oui. Alors là, vous allez tomber amoureux de la littérature et peut-être de la culture française. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu ou des premiers livres? Qu'est-ce que vous lisiez à Alors, l'époque? les premiers livres, paradoxalement, Non. ça a été... Si, je m'en souviens très bien. J'ai commencé par... c'est bizarre, hein, ce que je vais vous dire, parce que l'heure était, à l'époque, à l'existentialisme. Alors, j'ai commencé par potasser tout Sartre, Tout ça, ouais. et Camus, bien entendu, à la fois la littérature de Camus, et puis, déjà à l'époque, je m'arrangeais pour avoir quelques chroniques et quelques publications de Camus à l'époque, dans Combat, etc. Mais c'était difficile, mais c'était difficilement accessible à Oui. un collégien de votre âge. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose, cette fameuse place de Jemaa el-Fna Oui. a connu des bouquinistes magnifiques où je faisais mon marché d'un peu de tout, Oui. et c'était disponible. Ça, c'est une ancienne photo de la place Jemaa el-Fna. Après, Ouais. on verra une photo plus récente. Que représente pour vous cette place Jemaa el-Fna? Ouais. Alors, très peu de Marocains savent ou connaissent le rôle réel de cette place qui a pu fédérer au sein de cette belle ville de Marrakech une somme d'ethnies ou de sensibilité ethnoculturelle extraordinaire. Les gens de la montagne, ils sont descendus. Nous avons les Rahamna, les Hmar, les Sragna, etc. Et tout ce beau monde se retrouvait à la place Jemaa el-Fna. Et c'est là où on fabriquait le Marrakchi modèle. Le Marrakchi qu'on connaît par son humour, son amour du verbe, etc. Cette place-là a formé des générations et des générations de Marrakchi, et cela date depuis les Almoravides. Parce que cette place n'est pas née d'hier. Oui. Et c'est magnifique. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont passés par la place de Jemaa el-Fna ont pu exceller dans des métiers artistiques. Je ne citerai ici que Ahmed Taïb Lalej, par exemple, Taïb Sdeki, qui doit sa vocation à cette même place, puisque son père, son ouléma de père, l'avait ramené à Marrakech, etc. Et c'est extraordinaire. Alors, après le collège et le lycée, vous étiez très brillant. Vous n'avez pas hésité, vous avez tout de suite choisi d'aller en France. Pourquoi? Alors, contre la littérature française, le théâtre français, parce que j'étais... Vous avez fait du théâtre à Marrakech. Bien sûr, dans le cadre du lycée, bien Oui. entendu. Mais cette littérature française m'a poussé vers le théâtre. Et à l'époque, je fréquentais énormément l'Institut français, qui ne s'appelait pas à l'époque l'Institut français, ça s'appelait le Centre CCF, culturel. le Centre culturel français. Voilà. Et cet amour de la langue française, cet amour du patrimoine littéraire français
m'a toujours décrit ce pays comme étant celui où l'on peut s'épanouir, etc., etc. Donc, forcément, bien entendu, C'était le cas à votre époque. oui, bien Vous sûr. n'avez pas été déçu quand vous êtes parti à Paris. Non, non, j'ai pas été déçu. Aujourd'hui, quand je fais le calcul, je vois que pratiquement les 2 tiers de ma vie, je les ai passés à Paris, en France. Vous vivez toujours à Paris. Je vis toujours à Paris depuis près de 40 ans. Oui. Alors, à Paris, euh, au départ, c'était le théâtre et vous vouliez même être acteur. Oui, Et vous avez fait, suivi des cours, et pas n'importe lesquels. C'est les prestigieux cours Simon d'art dramatique. On voit ici la façade. Ça, effectivement. c'est 14 rue Lavacry, 11e arrondissement. Mais vous, vous avez fait les cours Simon quand ils étaient aux Invalides, quand René Simon était encore en vie. Et il était, que Dieu son âme, il était encore en vie. Bon, vous savez, on peut se tromper dans les vocations. Oui. Moi, vous savez, puis vous l'affirmez aujourd'hui, je ne pourrai pas, et je ne serai jamais, d'ailleurs c'est trop tard, un acteur ou un interprète professionnel. C'est pas possible parce que cela demande une revisite. Je dois revisiter tout ce monde, mais maintenant j'ai choisi une autre voie qui est celle de la réflexion Oui. et celle des concepts, des idées et Oui. surtout le travail de terrain. De terrain et en d'anthropologie. d'anthropologie. Mais cette période, cette formation vous a marqué à vie. Tout Et à vous fait. m'avez dit que ce que vous avez appris Oui. au cours Simon, vous ne l'avez peut-être pas appris Bien dans sûr. les études académiques, et Dieu sait que Bien vous en sûr. avez fait des études Bien académiques. sûr. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque et de cette formation? Alors, d'abord, on se réconcilie avec son corps. C'est quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, nos grands intellectuels sont connus pour négliger cet aspect de la conciliation, la réconciliation avec sa voix, son corps, sa gestuelle, etc. Parce que vous allez faire un tournant, vous allez changer complètement de cap. Mais avant de passer à cette deuxième étape de votre vie, nous allons découvrir la tradition de l'objet que l'invité doit ramener avec lui. Et on va découvrir l'objet que M. Abdessamad Mohiddine a ramené avec lui, l'objet. Abdessamad Mohiddine, quel est votre objet? Un chapelet. C'est un chapelet. C'est un chapelet qui m'est très cher parce que c'est l'unique chose que j'ai hérité de feu mon père. Je n'ai rien hérité d'autre que ce chapelet-là. Pourquoi? Parce que c'est pour moi un symbole de cette spiritualité qui se perd aujourd'hui et qui est remplacée par un matu vu de religiosité plus ou moins sincère, alors que, en fait, dans cet islam maraboutique qu'avait choisi mon père et que les Marocains avaient choisi depuis plusieurs siècles, le musulman doit avoir un rapport direct avec le Créateur, et ce rapport direct se fait par la voie, par exemple, de l'invocation, Oui. au moyen d'un chapelet, par exemple. La spiritualité et la Voilà. méditation. On va voir des photos de votre père Oui. et de votre mère aussi. Mère, oui. Parce que aussi, vous êtes le fruit d'un métissage aussi. Oui. Votre mère est d'origine Berbère, Soussi. Soussi, oui. On peut voir la photo de la mère et du père. Voilà, on les voit ici. Ça, c'est vous en bas, Voilà. votre père. Alors, j'ai toujours eu, avec mes parents, un rapport fusionnel. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que
le père de ma mère, c'est-à-dire mon grand-père maternel, était également un alm, était un docteur de la foi, et entouré d'un père qui l'était et d'un grand-père qui l'était tout aussi. Oui. Donc j'étais, et d'une mère qui est la fille de sa alm, et qui elle-même avait une certaine idée du cosmos, du rapport à oui. Dieu, etc. Et puis Sousse, Mokhtar Soussi, c'est le pays, c'est la ville et la région d'Alem. Bien sûr, d'autant plus que feu Mokhtar Soussi, le grand Mokhtar Soussi, l'auteur de Massoul, et notamment, venait chez mon père. Il était l'ami intime de mon père. Il venait souvent à la maison. Oui. Et il me bénissait pendant que je lui récitais le Coran. Quand vous allez quitter les cours Florent, le cours Simon. Pardon, toujours je dis les cours Florent, c'est les cours Simon. Oui. Vous allez plonger dans un autre univers. D'abord celui du journalisme. Pourquoi le journalisme? Alors, vous savez... C'était voulu, c'était accidentel, c'était... Non, non, non. C'est-à-dire qu'en fait, même quand j'étais au Maroc, très jeune, j'ai fait la connaissance, à l'époque, de gens qui étaient dans le journalisme. Quelques Français qui étaient dans le journalisme. Et parmi eux, il y avait un monsieur qui travaillait à la Vigie marocaine, oui. à l'époque. L'ancêtre du L'ancêtre de Maroc Soir. De Maroc Soir. Et après, voilà, parce qu'il y avait le petit Marocain, le petit Marocain et la Vigie. Et ce monsieur, je crois qu'il est mort maintenant, il s'appelait Alain Dansan. Et Alain Dansan m'a initié à l'écriture journalistique. Parce que... Donc lycéen déjà, vous écrivez? Bien entendu, bien entendu. D'ailleurs, mes premières publications datent à peu près autour de 1964-65. Oui. Bien sûr. Ça doit être à cet âge-là. Hein. Oui, oui. Là, c'est une photo où j'entraînais, je faisais répéter des jeunes au centre culturel de Ars el-Hamd à Marrakech. D'accord. Voilà. Donc le journalisme... oui, le journalisme. Vous êtes tombé de petit, j'ai attrapé le virus très tôt. Très tôt. Alors vous avez suivi une formation. Oui, formation sur le tas. Sur le pour tas. Le journalisme. Oui. Bien sûr. Et vous avez pratiqué, exercé du journalisme pendant longtemps. Pendant longtemps. Et aujourd'hui encore, le virus est toujours là. Vous publiez beaucoup. Voilà, je chronique ici d'ailleurs et en France. Et en France. Voilà. Alors, à quel moment vous vous êtes dit je dois reprendre des études académiques et vous avez choisi tout d'abord la philosophie. Alors, la philosophie, parce qu'il y avait des interrogations majeures, existentielles majeures, puisque j'ai commencé mes lectures d'antan par du Sartre, puis Kierkegaard, ensuite. Et je ne suis passé d'ailleurs au grand patrimoine romanesque du 18e, 19e siècle que plus tard. Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On commence par les romans. Voilà. Victor Hugo, Flaubert, Maupassant. Bien sûr. Oui. Alors, j'ai commencé par la philosophie, les lectures philosophiques. Parce que très jeune, depuis que j'étais jeune, je me posais des questions fondamentales. Pourquoi on est né? Que faisons-nous ici? Pourquoi la mort? Pourquoi on naît, on grandit, on meurt, on naît, on grandit, on meurt? Une question existentielle. Existentielle, fondamentale. Et je croyais que la philosophie allait me donner des clés. La philosophie m'a tout simplement appris à raisonner, à construire un discours. Tout simplement avec une méthodologie, etc. La philosophie ne donne pas, tout comme la religion d'ailleurs, elle ne donne pas des réponses définitives. La bonne religion ne donne pas des certitudes. Elle vous donne tout simplement le moyen de l'estime de soi et de l'harmonie dans le cosmos avec la nature, avec le grand architecte de l'univers, avec autrui. Et ce sont
les valeurs fondamentales qu'une Oui. religion peut apporter. Quand vous dites la bonne religion, la religion spirituelle, Voilà. pas dogmatique. Non, Voilà. pas du tout. Alors, la philosophie, c'était pas ça. Vous êtes allé chercher ailleurs. D'abord, la sociologie, pour commencer. C'est ça. Non. Directement l'anthropologie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi? Je me suis dit, bon, les questions fondamentales de l'existence, j'ai fait un peu le tour depuis les Grecs jusqu'à nos jours. Les grandes tendances, à savoir l'idéalisme, le matérialisme et l'existentialisme, parce qu'il n'y a que ça en philosophie, il n'y a que 3 tendances, il n'y a pas 36 000. L'idéalisme pour parler, par exemple, de Dieu, le matérialisme pour parler de la nature, etc., et puis l'existentialisme pour parler de l'homme. En dehors de Dieu, la nature et de l'homme, il n'y a rien d'autre. Et donc, j'ai fait un peu le tour. Ensuite, les questions persistaient. Et il fallait que j'aille chercher les clés pour comprendre la complexité du mental, non pas humain, mais du mental dans un lieu donné, dans un environnement donné, et puis donc aller prospecter dans l'imaginaire Oui. du monde musulman, et plus particulièrement ce mental, cet imaginaire marocain. Oui. Et là, vous l'avez trouvé dans l'anthropologie, parce que dans l'anthropologie, on touche à tout. Il y a la philosophie, il y a la sociologie, il y a l'ethnographie, il y a toute une somme d'outils, la psychologie, la sociologie, la sémiologie, la linguistique, l'histoire, c'est très important. Et ces outils-là permettent à l'anthropologue d'aller prospecter au fin fond de l'imaginaire. Voilà. Alors, vous êtes devenu anthropologue, vous avez enseigné pendant des années, enseignant universitaire. Oui, j'ai enseigné pendant longtemps au CNEF, Centre national d'études et de formation de la police nationale française, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai commencé, ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé à enseigner là-dedans avant même que je n'aie la nationalité française, alors que mes enfants l'avaient. Et ensuite, bon, Paris 8, bien entendu, et puis professeur visiteur dans nombre de contrées, y compris aux États-Unis. Oui. Alors, on ne doit pas oublier votre moitié qui vous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que votre épouse, vous l'avez rencontrée à Paris ou au Maroc? Non, non, mon épouse, je l'ai rencontrée. Si on peut voir la photo, voilà. Vous êtes très beau, jeune, et puis très beau, même maintenant. Alors, je l'ai rencontrée au Maroc, bien entendu, et Lamrim, qui est la maîtresse de mon destin depuis bientôt 50 ans. Parce qu'on s'est mariés, ça fait 48 ans maintenant que nous sommes mariés, et je peux dire sans hésiter que je lui dois la quasi-totalité des motifs de mon bonheur. Voilà. D'abord elle, ce qui vous lie, et puis vos enfants. Oui, bien sûr. Et vos petits-enfants. Mais si elle n'était pas là, les enfants ne seraient pas là. Oui. Donc, elle m'a fait ce cadeau. 3 enfants magnifiques. Ça, c'est le dernier de mes petits-enfants. Petits-enfants. Voilà. D'accord. Il s'appelle Camille. Camille. Que Dieu vous les garde. Alors. Merci. Et ça, c'est l'aîné. Ça, c'est l'aîné. Et celui-là, c'est l'aîné de mes petits-enfants, qui s'appelle Ryan. Ryan. C'est important, la famille, les valeurs, parce qu'on va y revenir, parce que ce qui fait le socle d'une société. À quel moment vous avez commencé, vous vous êtes lancé dans l'aventure de l'écriture, votre premier livre? Alors, mon premier livre... C'est celui de 77, c'est Lettre ouverte à Sa Majesté, ou vous avez écrit avant? Oui, non, j'ai écrit avant un livre malheureux, parce que, en arabe, parce que je l'avais appelé Le Maroc et le danger socialiste. Mais moi, j'entendais le socialisme scientifique. Oui. C'est-à-dire le centralisme démocratique. Ce qu'on appelait à l'époque le centralisme démocratique.
j'aurais pu dire communiste, etc. Et j'étais incompris. Et l'époque était au tiers-mondisme, elle était au marxisme-léninisme à l'époque, etc. C'était en 1976. Et le livre n'a pas trouvé écho, parce que les gens n'ont pas compris. Non, au contraire, il m'a fabriqué des ennemis un peu partout. J'étais qualifié, j'étais qualifié d'agent de la CIA, bien sûr. C'était les noms d'oiseaux qu'on jetait à l'époque sur la gueule des gens qui n'étaient pas, qui s'étaient défaits du marxisme-léninisme tellement à la mode à l'époque. Moi, j'ai compris un peu tôt. C'était une chasse aux sorcières inverse. Voilà, exactement. Et puis, lettre ouverte à Sa Majesté, Risala Mftouha ila Jalat al-Malik, qui n'avait rien avec la fameuse lettre de Abdeslam Yassine et compagnie. C'était tout simplement dans la tradition de l'intellectuel qui conseille le prince. Voilà. Alors, vous avez été de gauche, comme tout le monde à l'époque. Bien sûr. L'époque des idéaux, tout le monde était de gauche, des utopies aussi. Mais vous en êtes revenu très tôt avant les autres. Et vous avez été visionnaire parce que vous avez écrit déjà en 1982 votre livre « La fin des certitudes », où vous avez prédit. Alors, dans ce livre, notamment, j'ai prédit la fin. C'est celui-là, éditions libres. La fin des certitudes et surtout la chute ou l'implosion, très exactement, l'implosion du glacier soviétique. On vous a pris pour un illuminaire? Oui, on m'a pris pour un fou. Qui pouvait imaginer en 1982 qu'en 89, le mur de Berlin allait sauter et que 3 ans après, l'implosion de l'ex-Union soviétique. C'était un flair, c'était sur la base d'une analyse, parce qu'à l'époque, la bipolarité, personne n'en doutait. Bien sûr. On croyait que c'était parti pour... Alors, vous savez, j'ai commencé cette réflexion dans une revue que j'ai créée. Rupture. Si on peut voir la couverture de Rupture. En 1981, que j'ai créée en 1981. Et c'était une période, comme vous le savez, très dure. Rupture. Voilà. Ça, c'est le numéro 4, 1981. Novembre 81. Et donc, dans cette revue, où écrivait Kherdin, où écrivait Jobert, où écrivait un certain nombre de gens, déjà la réflexion a été entamée dans ce sens, pour constater que l'Union soviétique allait vers le mur, qu'il n'y avait pas possibilité de continuer comme ça, en vase clos, avec une monnaie de singe, avec une industrie militaire qui commençait à être largement dépassée, etc. La guerre des étoiles, rappelez-vous, etc. Et donc, il y avait des éléments objectifs, mais il y avait effectivement une espèce de flair. Voilà. Alors, suivront d'autres livres, d'autres publications, comme Islam-Occident, 2 imaginaires de l'adversité. Qui est sorti à Paris en 1995. Qui est épuisé, parce qu'il a super bien marché, ce livre. Il a très bien marché, oui. Il a très bien marché, d'ailleurs même en France, où il est sorti. Parce que vous avez fait des études d'islamologie, vous vous êtes spécialisé en islamologie. Oui, je suis passé de l'anthropologie urbaine à cette anthropologie de l'islam, ou des musulmans, en terrain musulman. Mais c'est toujours les mêmes outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, j'ai longtemps fait des rencontres et des travaux notamment avec mon ami, que Dieu ait son âme, Mohamed Harkoun, et puis mon ami, que Dieu lui prête encore vie, qui est Youssef Siddiq. Youssef Siddiq, que vous avez vu récemment. Qui est un grand islamologue. Et avec qui vous avez pris une photo, on va voir sa photo.
C'est un immense islamologue, effectivement. Tout à fait, dans la grande tradition de cet islam ouvert, lumineux, un islam des Lumières, tout simplement, qu'on appelle tous de nos voeux, et qui a fait naguère Oui. la grandeur de nos pays, Oui. notamment en Andalousie, par exemple. Est-ce qu'on peut voir la photo de Youssef Seddeqi pour lui rendre hommage Youssef et puis Seddeqi. que Youssef Seddeqi, que Dieu lui prête longue vie, c'est lui. Voilà, c'est mon ami Youssef Seddeqi. Et ça s'est passé à Marrakech, mais on se voyait à Paris, on se voit à Paris tout le temps. Alors, avant de poursuivre, nous allons nous arrêter sur la rubrique triptyque où vous avez choisi 3 photos Oui, et qui sont très symboliques et très significatives. oui. On voit le triptyque. La première photo, Abdessamad Mohidine, que vous avez choisie est celle-ci. Alors, sur Pourquoi cette photo, on voit très bien le cachet, le timbre et le cachet de Tindouf, le 10-5-47, Maroc. Alors, ça veut tout dire. Oui. Pour moi, il n'y a pas mieux pour dire que non seulement cette portion du territoire marocain était spoliée, les Marocains n'en parlent même plus, Oui. mais on veut nous spolier notre part de l'Atlantique, on veut nous spolier par bandes organisées interposées nos origines qui se trouvent au Sahara, puisque, comme vous le savez, Almoravid, Almohad, toutes les grandes dynasties marocaines ont cette origine-là. Oui. Et donc, voilà. Ce n'est pas les preuves ou les documents historiques qui manquent pour la marocanité Bien du sûr. Sahara, ou même s'il en faut une de plus, voilà une Voilà. lettre, une enveloppe Voilà, qui peut paraître banale. mais Tindouf, qui est où on lourde a de concentré, sens. Oui. on a concentré les voyous On a- que vous savez Oui, on a séquestré, pour attaquer le Maroc, séquestré une population. où on séquestre vit dans nos des compatriotes. conditions Eh bien, désastreuses. Tindouf, le Oui. 10-5-1947. Voilà. La deuxième photo du triptyque a, Alors, cette lettre du sultan Mohammed Mohammed bin Abdallah, Abdallah. Mohammed III, oui, fin 18e au siècle. premier président des États-Unis, George Washington, et qui est daté du 17 août 1788, dans laquelle, tout simplement, le sultan marocain rassure les Américains quant à leur bateau, en leur disant « ne vous en faites pas, on s'en occupe ». Et on va parler avec les gouverneurs du littoral où vos bateaux passent pour que rien ne les touche. Et c'est extraordinaire. Voilà. Donc pour moi, l'amitié maroco-américaine est quelque chose qui coule de source. Bien sûr, on était les premiers à reconnaître les voilà. États-Unis d'Amérique. Et il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Oui. Ça parle de... Absolument, les documents parlent. Voilà. La troisième photo. Ah, Alors, le grand Averroès, Aboul Walid ibn Rushd, celui que je considère comme l'un des plus grands esprits de la pensée arabo-musulmane, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas son équivalent dans le Mashriq, pas son équivalent. Et je défie quiconque de me donner un nom qui puisse, le nom de quelqu'un qui puisse, dans toute l'histoire, qui puisse égaler ce grand esprit qui était le contemporain de Moïse Maïmonide, oui. Moussa ibn Maïmoun, le grand. Lui, il a écrit Tahafut, At-Tahafut, l'effondrement de l'effondrement, si je puis dire, pour répondre à Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, et son contemporain Moïse Maïmonide, qui avait écrit Dalil al-Ha'irin, le guide des égarés. Oui. Il y a une très bonne traduction, je le signale, qui est sortie chez Verdier. Oui. Alors, cette statue... Oui. Elle est en Andalousie. Elle est en Andalousie. Voilà.
On n'a pas de statut Et ici, on n'a pas de statut ici. malheureusement. Alors, malheureusement. Voilà. Alors, je vais quand même montrer quelques photos Oui, d'amis qui comptent pour vous. oui, Et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ces photos. Oui. Il y a une photo avec l'ancien président tunisien, le leader Habib Bourguiba, oui. qu'on va voir. Pourquoi Voilà. vous avez choisi cette photo? Alors, Habib Bourguiba était un grand homme pour moi, pour une raison très simple. Il n'est que de citer le premier acte, son premier acte de président. C'était tout simplement délier la femme tunisienne des contraintes, c'est-à-dire le texte fondateur qui a permis aux femmes d'être les égales des hommes en Tunisie. Je rappelle toujours de cette image où il enlève le foulard par d'une exemple, femme. Bon, il y en a après derrière qui ont critiqué, mais c'était un geste fort. C'était un geste, il était d'un courage extraordinaire. Ensuite, l'homme était le premier, avec Hassan II, à conseiller aux Arabes avant la guerre de 67. Le Proche-Orient, c'est vrai, pour la Palestine, oui. Avant la guerre des 6 jours, où Israël s'est emparé des territoires aujourd'hui occupés. Il leur a conseillé de trouver un modus vivendi, un modus operandi de la paix avec Israël et vivre côte à côte. Oui. Ce que je demande aujourd'hui les Palestiniens. Absolument. Si on l'avait fait à l'époque, vous voyez, Oui, c'était un Bourguiba, grand Hassan II, précurseur. c'était les voies Et de la sagesse. Cette photo date de 1980. 1980. Alors, il y a une deuxième photo avec une personnalité politique marocaine cette fois-ci, mais qui a aussi son poids, Abdelrahman Oui, c'est Yousfi. Abdelrahman Yousfi, qui était un humaniste, et qui a su faire la transition, la bonne transition entre deux règnes, et qui a pu, comment dire, sceller la conciliation entre le palais et la gauche. C'est le dernier grand homme politique marocain, on peut le dire? Je crains que ce ne soit le cas. Oui. Alors, une autre photo avec un grand homme politique aussi, mais français cette fois-ci, Michel Jobert, on va la voir, qui n'était pas que homme politique, Alors, intellectuel. Michel Jobert était un ami depuis très très longtemps. Et donc, j'allais lui rendre visite, même chez lui à Paris. Et c'était un grand esprit. Autant il était petit de taille, mais quel grand esprit. Oui. Et dire que ce monsieur magnifique a affronté le grand Henry Kissinger. Il l'a affronté à un moment où, parce qu'il était le ministre des Affaires étrangères de Oui. Pompidou, Oui. avant de devenir ministre, bien sûr, de François Mitterrand, ministre du Commerce extérieur, etc. Alors, les hommes politiques français. Mais un écrivain aussi. Oui, un écrivain aussi, c'était un autre calibre. Oh, bien sûr. On est loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Oh, ben écoutez, hein. Oui. Alors, un petit clin d'œil Oui, pour le journalisme Oui. et pour nos grands non-journalistes. Oui. Il y a une photo avec Feu Abdullah Stouki, Ah là. immense journaliste. oui, Lui rendre hommage, le voir aujourd'hui, Voilà. il nous manque. voilà. Alors, il nous manque cruellement. C'était un ami de toujours, c'est l'ami de ma vie, c'est l'ami, nous étions amis depuis tellement longtemps, Oui. depuis notre prime jeunesse. Ouais. Et il était mon frère, en fait. Ouais. C'était un frère pour moi. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Alors, on doit parler de ce livre, votre dernier livre, Le Maroc et sa modernité, contraintes, vices et vertus. Un livre très, très, comment dire, nécessaire, d'actualité. Et vous vous penchez sur une question centrale, celle de l'identité et de la modernité. Un livre que vous présentez comme un plaidoyer pour une modernité marocaine librement choisie et laborieusement assumée. Pourquoi vous avez choisi d'en parler aujourd'hui? Modernité et non modernisme, et vous allez nous dire pourquoi. Parce que le mot est élastique, il a été tellement galvaudé
y compris parfois par certains despotes, ce qui est terrible. Et donc, il y a lieu ici il y a deux problématiques centrales dans ce livre. Il y a le fameux distinguo que vous venez de citer, qui est entre la modernité et le modernisme. On peut avoir les plus grands aéroports du monde, les meilleures autoroutes, les meilleurs ponts du monde, mais garder un mental bédouin. Et là, je veux faire référence à aucun pays. Oui, mais on comprend. Mais la modernité est une posture civilisationnelle. La modernité est une façon de voir le monde et de l'appréhender. Sommes-nous modernes aujourd'hui? Est-ce qu'on l'a été à un certain moment? Parce que des fois, on voit des époques au Maroc, où on voit des photos, on voit on se dit, ah ouais, on était moderne à un certain moment, ou bien on a failli être moderne. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Vous savez, les ratages sont multiples. Et se sont multipliés depuis tellement de décennies, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je crois que je n'hésite pas une seconde à dire qu'aujourd'hui, il y a une vision. Pour la première fois, nous avons une vision au Maroc. Et ici, je veux dire que cette vision, elle est claire, elle est nette. On le voit dans la diplomatie, on le voit dans le rapport du monde avec le rapport du Maroc avec le monde, avec son voisinage méditerranéen, avec son voisinage maghrébin. À l'intérieur de la famille africaine, il y a une vision. Nous savons où nous allons. Oui. C'est très important. Mais alors, quand on revient à ce concept de la modernité, la deuxième idée, le deuxième axe dont je veux parler, c'est celui d'une modernité non pas subie, mais choisie et assumée. Parce que si on doit faire table rase de ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire notre identité plurielle, cette belle identité très riche, c'est riche, et qu'il ne faut pas bazarder à aucun prix. Oui. Vous savez, il m'est arrivé de donner, par exemple, l'exemple nippon, du Japon. Oui, ou par exemple, le Japon se refuse à aller prendre une posture signesque en allant copier, faire du copier-coller sur un certain nombre de choses, par exemple sur le droit de statut personnel. Alors, les Occidentaux, quand ils regardent le rapport homme-femme au Japon, ils ont l'impression que la femme est soumise. Mais non, elle n'est pas soumise. Mais c'est un choix qui permet à la femme, au contraire, de garder sa dignité dans la place que la société japonaise lui donne. Parce que vous dites qu'il n'y a pas une modernité, mais des modernités. Mais bien entendu. Notre modernité doit être avec ses propres spécificités. Bien entendu. Mais il est de notoriété publique que la modernité américaine n'a rien à voir avec la modernité germanique, encore moins avec, par exemple, la modernité, que sais-je encore, française ou japonaise. Chacun choisit sa manière d'appréhender la modernité. L'essentiel étant de garder ce qu'il y a de lumineux dans la modernité, à savoir le respect de la personne humaine, la démocratie, le sens de l'autre, le vivre ensemble. Les libertés individuelles. Les libertés individuelles, bien entendu. Et on a failli passer à côté parce qu'on a perdu 12 ans où il y avait ce que vous appelez les procureurs de Dieu, ceux qui s'érigent comme les donneurs de leçons. Et on sait que vous ne mâchez pas vos mots, vous n'avez pas une langue de bois. Et vous avez commenté dans un statut Facebook la dernière sortie de l'ancien chef du gouvernement Abdelillah Ben Kiran. Vous avez dit qui lui a valu d'ailleurs un recadrage par le communiqué du cabinet royal,
se refaire une virginité sur le dos des martyrs palestiniens est proprement nauséeux, incorrigible islamo-populisme. Mais bien entendu, on l'aurait su si ces gens-là étaient d'une intelligence qu'ils avaient. S'ils avaient une intelligence du monde, une intelligence quelconque du monde, ils vivent dans une espèce de mandala ésotérique qui est complètement extra-spatio-temporel, en dehors du temps, de l'espace, oui. Et il croit détenir des vérités quand ce même monsieur que vous venez de citer s'enorgueillit de jeter sur la figure des gens des citations des plus horribles oui. Conservateurs de la oui. pensée oui. islamique. Vous avez dit même anté-islamique. Anté-islamique. Oui. Donc vous voyez. Oui, alors vous dites que la solution, le salut, oui. viendra de la culture, de l'enseignement. Tout à fait. Parce que les gens, il faut leur donner les outils aussi pour qu'ils ne se trompent pas. Sûr. On sait que les élections sont libres, que les gens choisissent leurs élus. Bien sûr. Écoutez, aucun salut ne peut être prévisible si on ne reconstruit pas le Marocain. Et reconstruire le Marocain, il n'y a pas de moyen coercitif. Il n'y a pas, si c'était possible, si on pouvait laver les esprits avec du javel tout de suite, on l'aurait oui, su. Hein. Oui. La formule aurait eu un succès. Non, c'est l'éducation. Mm-hmm. Dès les premières années de la vie, et c'est la culture, tous azimuts, la culture partout, maître de la culture dans tout. Oui, le temps passe malheureusement très vite, on arrive à la dernière rubrique, mais je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut craindre une sorte de, pour reprendre le terme sportif, remontada de ce courant chez nous, les gens islamistes, au moment où les extrémismes et les populismes de tout genre font un retour en force, même dans les plus grandes démocraties? Est-ce qu'on peut le craindre? Alors, ce que je crains, moi, ce n'est pas une espèce de bouleversement de je ne sais quelle nature au Maroc. Ce que je crains, aujourd'hui, c'est cette espèce d'effritement total de l'Europe, qui est notre voisin du Nord, qui est en train de s'effriter, de perdre les valeurs qu'elle a défendues depuis au moins les Lumières. Vous savez, je reviens à un écrivain canadien qui s'appelle John Saul, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les bâtards de Voltaire ». Aujourd'hui, l'Europe devient la bâtarde de Voltaire, devient la bâtarde des Lumières. Et c'est une honte que des autorités françaises, qu'un président français puisse se comporter, par exemple, comme il l'a fait avec le Maroc. Je suis, comme vous le savez, je suis également français, mais je dénonce cette espèce de posture qui prend à la légère le destin des peuples africains et surtout le destin du Maroc, qui lui n'est plus ce qu'il était, aussi bien dans son environnement maghrébin que sur le plan continental, arabe et musulman. Oui, et même au-delà. Au-delà, au nord. Alors, on arrive malheureusement, parce que le temps est passé très très vite, au chef-d'œuvre. Vous avez choisi un très beau chef-d'œuvre, comme quoi on peut, nous, Marocains, faire de belles choses et les faire bien. Très bien. On découvre le chef-d'œuvre. Il y en a deux. On commence par la symphonie et après on verra le tableau. Chef-d'œuvre.
Pourquoi vous avez choisi cette symphonie? Alors, c'est magnifique, c'est un morceau, ça s'appelle Malhamat al-Amal, l'épopée de l'espérance. Elle a été mise en musique par le grand artiste Khalid Badawi. En plein Covid. En plein Covid. Et toutes les femmes et les hommes qui sont là, et les enfants aussi, ils sont au nombre de 157 personnes. Chacun a été filmé à part. Oui. Et Mohamed Badi Al-Boussouni, le grand artiste, a pu mettre tout ce beau monde ensemble. Et ça m'a bluffé, ça m'a épaté. Ça a donné ce beau moment de musique. Moment de... On va voir très vite le tableau, parce qu'on a débordé. Le tableau d'un peintre que vous affectionnez particulièrement. Alors, il s'agit de Hassan Mehdaoui, que je considère personnellement comme l'un des plus grands peintres de sa génération. Il est, c'est pas de la platitude, c'est pas du tijlach, c'est du travail très bien fait, mais avec beaucoup d'imagination, comme on peut le voir. En deux mots, rappelez que vous avez une maison d'édition et que vous éditez, que vous encouragez des écrivains en herbe ou des écrivains confirmés, comme ce livre Symphonie al-Khamisa, ou bien Omar Guidi, Moi et ce Maroc que j'aime, قصائد الحرب والحب يوسف علامي, قصة السياسة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الدكتور عبد اللطيف أغنوش et d'autres. Voilà. Merci beaucoup Abd Samad Mohidine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Et on espère vous recevoir bientôt. Merci beaucoup. Quand vous serez de passage au Maroc. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Merci à vous, cher monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.